Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du discours de Powell qui doit se placer aujourd'hui à 16h. Là, il est 13h35, donc probablement que quand vous regarderez la vidéo, il sera peut-être déjà passé. Mais bon, on va ici essayer de réfléchir à quelle pourrait être la politique prochaine de la Fed. Pour réfléchir à ça, et bien pour front-runner un petit peu la politique de la Fed, il faut bien entendu front-runner les chiffres de l'inflation. Et donc du coup, je vais vous donner ici quelques tips pour pouvoir éventuellement voir un petit peu avant tout le monde quels peuvent être les prochains moves de la Fed, et ce de manière très simple et très didactique. Je fais référence ici à une vidéo que je vous mettrai en commentaire, qui est une vidéo de Barry Habib, un entretien avec Robert Breedlove, Robert Breedlove est plus ou moins, on va dire, un philosophe autour du Bitcoin. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit plus ou moins à la notion de monnaie et toutes ces choses-là. Et Barry Habib est, lui, on va dire, spécialisé dans tout ce qui est mortgage, donc du coup, les taux d'intérêt. C'est le gagnant de la Crystal Ball de prévision des taux d'intérêt au plus de 3 ou 4 années de suite. Donc vous allez voir que c'est quand même ici un très très bon en ce qui concerne la prévision des taux d'intérêt futurs. On est là sur le Bitcoin face au dollar, toujours en 4 heures. Globalement, sur la descente, on peut dire qu'on est peut-être toujours sur ce type de figure-là, qui va être un élargissement, d'accord. Donc on n'aura pas de certitude qu'on a cassé la figure tant qu'on n'a pas cassé ici la trend que vous voyez ici en rouge. Ça, c'est la première chose. Sur la figure en montée, eh bien soit on est en train de terminer quelque chose ici, et soit on perd effectivement la trend qui est ici en bas, soit on est dans un élargissement, auquel cas on reviendra revisiter ici les plus hauts et venir prendre la liquidité au-dessus des 25,2. Pas la peine de refaire la vidéo d'hier ici, j'ai déjà tout expliqué un petit peu, mon sentiment un petit peu là-dessus. Sincèrement, c'est pas très bon qu'on reste ici dans ce type de correction comme ça, puisque ça pourrait effectivement être un bear flag. On aura ici la confirmation si on perd la trend, tout simplement. Et également, donc vous voyez ce type de configuration là, typiquement, où on descend et ensuite on refait la même jambe derrière, une figure où on vient cueillir les stops des shorters petit à petit, on accumule du stop de longueur et ensuite on vient directement en dessous. C'est ça la psychologie de la figure. Il arrive parfois que ce type de figure, on va dire, se termine bien, entre guillemets. Par exemple, comme ça avait pu être le cas, alors on peut éventuellement en voir un ici. Vous voyez que ça, c'était plutôt une structure de vente. Et en fait, on en est sorti par le bas. Idem, alors ça en est pas un. Mais voilà, si on devait chercher des fractales haussiers, on les trouverait plutôt ici dans la zone de fin 2020. Ou alors, je suppose, courant 2019. Où on avait eu des structures un petit peu similaires qui, elles, avaient cassé haussière. Donc voilà l'idée en ce moment sur le 4 heures. Pas besoin encore une fois pour moi de refaire la vidéo d'hier, parce que on a déjà pas mal développé tout ça en termes d'analyse technique. On va plutôt ici directement passer sur Ethereum. Et Ethereum, on a sensiblement la même chose, si ce n'est qu'on est peut-être un tout petit peu plus à plat sur Ethereum que sur Bitcoin, qui lui est vraiment dans ce type de correction assez penché. Sur Ethereum, on est peut-être plutôt ici à plat. Sur Ether, pour moi, les niveaux à pas perdre, c'est ceux-là, tout simplement. La trend, elle est plutôt claire aussi, elle est quelque part par ici. Vous voyez qu'on pourrait ajuster un petit peu pour vraiment coller ici. Imaginez qu'on est en train d'essayer de tenir effectivement cette trend. Donc on pourrait peut-être ici faire quelque chose comme ça. Si on cherche d'une bougie d'accumulation à une autre. Là on est en 4 heures. Oui, non, bon, on était pas mal. On était pas mal. Éventuellement celle-ci, voilà. On n'était pas trop mal, C'est difficile d'avoir quelque chose, en tout cas en 4 heures, qui soit un peu plus parlant. Voilà, pour Ethereum, même chose, on a déjà parlé hier, des niveaux à prendre 1732, niveau à ne pas perdre, c'est tout simplement la trend actuelle. Donc sur Ether, on est encore une fois, c'est la même chose, soit on arrive à tenir plus ou moins cette trend d'accumulation. Vous voyez que celle-ci a été perdue, celle qui est ici, donc du coup dorénavant c'est plus ou moins celle-là qui va faire foi. Là où Bitcoin est peut-être dans un élargissement sur la figure haussière, Ether est peut-être plutôt sur un biseau. Vous voyez qu'on est plutôt ici convergent en termes des deux droites ici, donc du coup 1, 2, 3, 4, éventuellement 5, et après on retourne, on casse la figure, et
globalement, la target, ça sera de revenir faire un tour sous la structure dans sa globalité. Globalement, à peu près la même chose sur Bitcoin, si ce n'est que sur un élargissement. Si jamais on était dans cet élargissement, bien évidemment, ici c'est des conjectures qu'on fait. Sur un élargissement, on va plutôt ici chercher à repartir de la totalité de l'amplitude de la figure et la transposer en bas. Donc là, pour le coup, ça nous donnerait vraiment une correction assez... imaginons qu'on aille... Pour moi, ma target, c'est à peu près autour des 27,5, quelque chose comme ça. Imaginons qu'on vienne casser, par exemple, admettons par ici. Du coup, ça nous donnerait un retour autour des 18,7, 18,8 pour la correction de cet élargissement. Bien évidemment, il est parfois possible que ce type de figure nous donne cet élargissement et qu'ensuite l'élargissement casse haussier. Alors je vais essayer de vous en trouver un là, mais globalement, on pourrait éventuellement réfléchir à quelque chose comme ça. Bon là, il est un peu grand pour qu'on puisse vraiment... il est un peu long, mais... ouais, par exemple aussi, voilà, là c'est plutôt un biseau également. Vous le voyez par exemple, si on prend l'exemple sur Ethereum, ici on avait un biseau, bon là c'est Bitcoin, mais vous voyez, qui a cassé haussier, pourtant on a latéralisé, ensuite on est revenu prendre la liquidité au-dessus du biseau. Donc tout ça a été une figure qui était 1, 2, 3, 4, 5 plutôt baissier. Au moment où on casse ici, on aurait pu se positionner pour venir chercher ici sur Bitcoin les 7600, et en l'occurrence vous voyez qu'on est plutôt sorti par le côté, et ensuite on a été haussier. Donc tout ça ne marche pas tout le temps exactement comme on voudrait, malheureusement. Si on peut trouver peut-être un élargissement ici, 1, 2, 3, 4, 5, et là c'est pareil, vous voyez qu'on le casse en haut. Voilà, si on devait avoir un bon exemple, ça serait peut-être mai 2019 en l'occurrence ici sur BTC, où on pourrait se dire que là il y aurait dû y avoir un rejet en haut de l'élargissement, vous le voyez là ici, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas eu ce rejet, en fait on a pété haussier, on est venu littéralement complètement défoncer la figure. Donc voilà, moi je m'attends plutôt à quelque chose de haussier à ce stade, mais bien évidemment il est tout à fait possible que Bitcoin nous donne tout à fait autre chose. Donc il faudra bien surveiller ces trendlines et bien surveiller bien évidemment ici comment se comporte le prix, notamment au travers du discours que va nous donner Jérôme Powell par exemple aujourd'hui à 16h. Sur tout ce qui est Wall Street Journal, on n'a pas grand chose à part effectivement cette Powell qui va effectivement parler devant le Congrès aujourd'hui à 16h. Heure française, et on va après aller dérouler un petit peu cette news. On n'a rien ici sur Finbold, sur Coindesk, des choses autour de FTX, mais on va passer. Sur The Block, l'information que Grayscale a intenté un procès à la SEC directement, puisque la SEC refuse à Grayscale un ETF spot, et ce depuis 2022. Il n'y a toujours eu que des refus, donc la SEC a décidé Grayscale a décidé d'attaquer la SEC en justice, et on va bientôt avoir les premiers jours où ils vont pouvoir montrer leurs premiers arguments. Théoriquement, on s'attend à ce qu'à minima, on soit entre 3 et 6 mois avant d'avoir des réponses par rapport à ça. Bien évidemment, ça sortirait pas mal Grayscale de problèmes. Imaginons que ici la narration elle soit plutôt du côté du juge, de dire ouais effectivement pourquoi vous n'avez pas accepté cet ETF spot, c'était un projet qui tenait debout, on va dire. Et bien du coup, on peut imaginer que tous ceux qui, à ce stade, investissent sur le Grayscale Trust, et vous comprenez ici qu'il y a un très gros discount en ce moment puisqu'il est de moins 44%, c'est-à-dire que vous pouvez acheter du BTC à moins 44% dans l'hypothèse où le GBTC devient un ETF spot, vous aurez des vrais droits sur un vrai BTC, donc vous aurez fait tout de suite un profit de 44%, donc là ça peut être un petit peu le trade du siècle de ce côté-là. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas nécessairement ici d'informations comme quoi le juge serait plutôt d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, puisque le procès n'a pas commencé. Toujours pareil, on va passer ici, CNBC, là on attend les commentaires de Powell forcément devant la maison des représentants. Ici vous voyez 16h, on aura Powell qui fait, j'ai dit la Chambre des représentants, mais en fait c'est le Sénat, et demain il y aura la Chambre des représentants. Principalement, il va probablement répéter ici un petit peu les mêmes choses, et principalement, demain, pour moi, la grosse news, ce sera à 14h15, le rapport ADP, qui est un rapport extrêmement fiable, même plus fiable que le Employment Report, où c'est plus un modèle, l'Employment Report, si vous voulez, et le rapport ADP va vraiment être plutôt quelque chose avec des vrais chiffres, des vraies études,
alors que l'Employment Report, il y a des tas de manières de calculer plus ou moins le taux de chômage qui sont pas nécessairement extrêmement fiables. Le rapport ADP est beaucoup plus fiable. Donc voilà, donc ça pour moi demain c'est important, le rapport ADP, et puis bien sûr on aura le taux de chômage effectivement vendredi qui va sortir. La semaine suivante on aura le CPI, vous le voyez ici, et là ça va être vraiment une news majeure. Sur le CPI, ici, vous voyez que sur Trading Economics, malheureusement, on n'a pas encore les consensus qui sont sortis. On n'a que le rate en month over month, mais du coup, on peut en déduire pas mal de choses et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et on a le forecast, donc c'est pas le consensus, mais c'est le forecast de Trading Economics qui serait à moins 0,2 par rapport au prochain CPI. Donc, ça va être les premières questions qu'on va se poser. Comment pourrait se comporter la semaine prochaine le CPI et qu'est-ce que Powell pourrait nous dire aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, tout simplement, il va falloir s'attendre à un petit peu, on va dire, de volatilité, hein, juste avant et après le discours. Et pendant le discours, à 16h, ça va probablement bouger un petit peu puisque ça bouge pas beaucoup en ce moment. Donc, on peut vraiment imaginer que le marché est un petit peu dans l'attente de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... comment est calculé tout simplement, on va dire le year over year, par exemple, par rapport au month over month. Le year over year, vous le voyez, c'est un agrégat de tous les months over months, en fait. Tout simplement, c'est un petit peu la somme de tous les changements au mois le mois. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est que quand vous voulez essayer de... et là, on vient sur la vidéo, donc Robert Breedlove et Barry Habib. Et... quand vous voulez tout simplement essayer de front-runner comment va se comporter le CPI, il faut intégrer plusieurs choses. Et en l'occurrence, là, il faut intégrer, bien entendu, quel est le chiffre qui va disparaître. C'est-à-dire que à ce moment-là, au moment où on va avoir l'information, là, vous voyez, le 14 mars, le 14 février, le 12 avril, donc nous, on sera ici dans cette zone, eh bien, comment va se comporter et quel est le chiffre qu'on va effacer. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on effacera le chiffre de février précédent. Donc, dans la somme des 12 months over months, il y en a un qui va sortir. Et ça, c'est relativement important à comprendre aussi, c'est que à ce moment-là, quand vous regardez un petit peu, on va dire sur, voilà ici. Donc là, on est sur le months over months et on est sur le core CPI. Sous-jacent. Et en l'occurrence, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les 12 qui sont là, quel était celui de février précédent? C'est ce qu'on fait souvent quand on essaye de prévoir, bien entendu, l'inflation. Et là, on va effacer effectivement une bougie qui était elle-même à 0,6. Alors 10,2, 10,3, on va effacer une bougie qui était elle-même à 10 février 14... Oui, c'est ça, oui, donc une bougie qui était elle-même à 0,6. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce mois-ci, on pourrait avoir, pour avoir un year over year qui est baissier, quelque chose qui serait à peu près autour de 0,4, puisque le consensus nous dit, a priori, ou en tout cas, du moins le forecast, 6,2. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et regardez, bien entendu, le month over month suivant, puisque là, on était donc 10 mars, 10 février, 10 mars, là, on avait un 0,5, et ensuite, vous le voyez ici, on avait un 0,3. Donc, au plus le chiffre qu'on va effacer va être faible, au plus le risque, bien évidemment, d'être haussier sur l'annuel va être important. Ça, c'est une première chose à comprendre. Et puis, une deuxième chose à comprendre, c'est comment se comporte tout ce qui est shelter. Tout ce qui est shelter compte beaucoup dans le CPI. Shelter, c'est les coûts pour se loger, tout simplement. Donc, ça va aller de l'hôtellerie à, bien sûr, les loyers, à toutes ces choses-là, etc. Et vous voyez que sa pondération dans le CPI est relativement énorme, puisqu'elle est de 43%. Là où le PCE, le Personal Consumption Expenditures, est plutôt basé sur la consommation. Et donc, du coup, le PCE va plutôt écarter, on va dire, cette notion de shelter dans le CPI. Maintenant, les marchés réagissent beaucoup plus au CPI parce que le CPI sort bien avant le PCI. Donc, du coup, on a ici, entre guillemets, les marchés le suivent beaucoup parce que c'est la première data, tout simplement, qui va sortir. Et ici, ce que nous dit, Barry Habib, il nous dit, pour moi, la bougie qu'on va effacer là ici, donc en février, donc pour le CPI du mois de mars, le 14, celui qu'on aura sur les données de février, le 14 mars, et du coup, pour moi, ça sera un CPI qui sera plutôt bon, plutôt baissier.
En revanche, il nous dit celui qui va sortir en avril, donc celui de mars, risque d'être un CPI mi-figue mi-raisin, voire haussier. Donc soit on trouve un plateau, effectivement. Donc pour Barry Habib, qui est quand même, je le dis, le GOAT, hein, c'est quand même ici, au niveau de la prévision des taux d'intérêt, on est sur la crème de la crème. Hein. Et lui, il nous dit, par contre, à mon avis, dans ce qui va se passer en mai, donc pour la partie de avril, là pour le coup, on aura vraiment un très très beau CPI. Et là pour le coup, ça risque effectivement d'être extrêmement haussier. Et là effectivement, l'inflation risque de tomber comme une pierre. C'est pour ça qu'il nous dit entourez le 10 mai sur votre calendrier, parce que pour lui, les taux vont littéralement, enfin les taux qui suivent l'inflation, et je vais vous expliquer derrière les mécanismes, vont bien entendu littéralement chuter à ce moment-là. Donc Barry Habib, qui lui est plutôt spécialisé sur le secteur tout simplement de l'immobilier, mais c'est intéressant de voir les prévisions de ces gens-là, parce que l'immobilier est extrêmement dépendant des taux, donc eux ils peuvent nous donner des infos pour nous qui sommes plutôt sur du risk-on et du bitcoin, comme quoi effectivement les choses peuvent changer à ce moment-là. Et extrêmement intéressant de voir que finalement lui il dit on n'aura pas de plateau en mars, et vous voyez que moi j'avais prévu un plateau en mars, mais après quand j'ai vu les données de Trueflation qui sont ici. Trueflation, c'est une agrégation de tout ce qui se passe en fait en ligne. C'est une agrégation de tous les prix en ligne. Donc avec le online, on arrive à faire des prévisions. Et vous voyez qu'effectivement au début, on voyait un certain plateau se créer sur le mois de février, et qu'en fait, on a bien plombé sur la fin du mois. Donc en fait, on a commencé un mois de février autour de 5,44 et on termine le mois de février autour de 5,2. Donc on a cette fameuse baisse de 0,2 sur laquelle on pourrait s'attendre à minima sur le core CPI. Donc on ira voir les commodités aussi, parce que l'inflation elle est faite du core CPI, donc tout ce qui est effectivement inflation que je qualifie vraiment de manière très profane d'inflation de demande, et on a aussi bien entendu tout ce qui est bouffe et énergie, qui est plutôt une inflation de l'offre, c'est-à-dire le prix du blé dans le monde, le prix du pétrole, etc., toutes ces choses là. Donc on va essayer d'aller voir comment elle s'est comportée tout simplement au mois de février. J'aime bien, moi, sortir ces informations-là une semaine avant qu'on ait le CPI, parce que je vois pas l'intérêt de les faire la veille. Les prises de position, pour moi, elles sont censées se faire à peu près maintenant. Donc voilà, ça me paraît intéressant de vous montrer ça. Ensuite, ici, vous le voyez, donc comme je vous le disais, probablement un bon CPI pour le 14, la semaine prochaine, probablement un très mauvais CPI, donc là on peut s'attendre à une très forte correction à la fois sur la crypto et à la fois sur les actions dans ces moments où les CPI seront mauvais, et puis ensuite un très bon CPI. Et pourquoi Barry Habib dit ça? Parce que lui, il est spécialisé dans tout ce qui est shelter. Et lui, ce qu'il voit sur les shelters, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Voilà. Il nous dit que les coûts du shelter sont toujours très en retard. Et là, vous le voyez, donc janvier 2022, on a effectivement une augmentation qui diminue. Et vous le voyez ici, quand on a vraiment le year over year, donc combien coûte réellement, un appartement, et ben vous le voyez que le CPI shelter, donc les répercussions sur le taux d'inflation, qui je le rappelle pondère 43% du taux d'inflation dans sa globalité, elle met un peu plus de temps derrière, c'est comme des montagnes russes, vous voyez, il faut que ça descende ici, et là on est à peine encore dans cette espèce de hausse. Donc en fait on est encore en train de subir dans les loyers, entre guillemets, l'augmentation qu'il y a eu sur les coûts de accommodation, les coûts d'hébergement, voilà. Ici, alors on va quand même le regarder. On va quand même le regarder parce que c'est extrêmement intéressant aussi. La question qui est posée à Barry Habib, c'est est-ce qu'on est dans une bulle comme on a pu l'avoir, une bulle de l'immobilier, comme on a pu l'avoir en 2007-2008. Et en l'occurrence, il nous dit non, pas du tout. Pour moi, vraiment pas. Pourquoi? Parce que je vois ici en 2006, 2007, 2008 très peu de formation de nouveaux logements, tout simplement. Et pardon, excusez-moi, c'est pas des formations de nouveaux logements ici, c'est plus des formations de foyer. C'est-à-dire, vous êtes 3 à la maison, et puis votre gamin s'en va, il monte une famille, et lui-même, il a besoin d'une maison. Et c'est des métriques qui sont ici dans les statistiques. Et il dit, je vois très peu de formation, alors qu'en face, j'ai énormément de construction. C'est-à-dire, il y a des nouveaux loyers qui sont effectivement construits. Donc on a ici, bien entendu, des déséquilibres. Et là, il nous dit qu'en l'occurrence, comme on peut le voir ici,
les nouveaux foyers augmentent. Et comment ils voient ça? Ils voient ça tout simplement en regardant quelles sont les naissances, tout simplement. Et il nous dit, regardez, en 2006, on avait eu un énorme creux où finalement les gens qui étaient nés 33 ans plus tôt, ça s'était vraiment tombé très fort. Et là, depuis, on est à la reprise, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous dit... Pour moi, il n'y aura pas de bulle de l'immobilier aux États-Unis. On n'est pas du tout dans un marché immobilier qui va plomber et qui va provoquer une crise financière à minima. Et pour moi, l'immobilier va très bien se porter, tout simplement parce que les naissances se sont plutôt bien portées sur la période post-77, on va dire. Et dans les années 90, on était plutôt ici en train de créer des nouveaux Américains, entre guillemets. Et donc du coup, ça peut être des nouveaux Américains ou ça peut être de l'immigration, ça peut être, il y a bien entendu des tas de choses ici qui rentrent en compte. Mais il nous dit, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations et je trouve ça super intéressant de voir que un expert de l'immobilier ici nous montre un peu sa manière d'appréhender les choses et là encore une fois on parle d'un très très bon. Donc je vous ai expliqué ça, les coûts, finalement la répercussion des coûts d'hébergement qui sont extrêmement en retard et malgré le fait qu'on a plombé beaucoup, eh bien en fait ce que lui il voit et c'est comme ça qu'il prévoit ça, c'est que tout simplement la courbe qu'on a vue à 7,9%, là, celle qui était en train d'augmenter fortement, et derrière elle va faire effectivement sa courbe de descente. Donc théoriquement il s'attend à ce que les shelters viennent ici diminuer. Et on voit qu'on a un début de diminution ici sur les coûts d'accommodation et shelter qui sont extrêmement dépendants au taux d'intérêt. Donc quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, bien évidemment moins de gens ont accès à la possibilité de faire un crédit pour avoir une maison. Et donc du coup ça met du temps à se mettre en place. Et là, on voit que, effectivement, plus ou moins ce qui est en train de se passer, déjà sur, en tout cas, à minima, les courbes suivantes. Donc, on peut s'attendre à un CPI qui, effectivement, va plomber. Mais pour lui, c'est un CPI qui plombera après après mai, en fait. Et on aura un mauvais CPI en avril. Deuxième chose aussi, on lui pose la question, est-ce que, Barry, tu penses qu'il y aura une grosse récession ? Et donc là, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de cette personne qui, lui, est nécessairement sur des métriques très importantes. Et là, il nous dit, regardez, ça, c'est le money supply, donc c'est la quantité de monnaie en circulation aux États-Unis. Et en l'occurrence, on suivait ici une droite très propre, depuis un certain temps. Ici, on a eu le Covid, donc du coup, là, ça, c'est une droite qu'il a dessinée. Hein. On a eu le Covid, donc du coup, on a eu énormément de création. Et il nous dit, là, avec le taux auquel on descend, on peut s'attendre à retrouver cette droite, entre guillemets, d'augmentation qui était pas logique, mais qui était plus rationnel que ce qu'on a eu depuis. On peut s'attendre à retrouver ça courant 2023. Lui, il établit qu'à la vitesse à laquelle la Fed restreint l'accès tout simplement au crédit, il voit peut-être potentiellement un retour sur cette droite courant 2023, donc c'est intéressant. Après, la deuxième chose qu'il dit, c'est regarder les cartes de crédit. Regardez les cartes de crédit et à quel point aux États-Unis, vous savez, vous avez un système où vous pouvez prendre un crédit avec votre carte de crédit directement. Ça s'appelle les crédits revolving, c'est-à-dire que c'est des crédits qui sont très chers, mais que les Américains ont pour habitude d'utiliser. Et regardez les savings. Les cartes de crédit, ici vous le voyez, ça c'était avant le Covid. On était dans des gens qui utilisaient énormément leur revolving. Et qui en même temps était plus ou moins quand même en train de faire des provisions, c'est-à-dire de faire de l'épargne. Et donc on a eu une petite période de récession ici au début du Covid. Et puis en fait après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a distribué des stimulus. Et quand on a distribué ces stimulus-là, tout simplement, les gens ont remboursé d'abord leurs dettes sur les cartes de crédit. Ça a été la première chose qu'ils ont faite, puisque, non, c'est normal, vous avez un taux d'intérêt relativement élevé là-dessus, donc c'est plus ou moins ce qu'il s'est passé. Et puis, petit à petit, en fait, ils ont également, ils ont préféré ici démonter leur épargne également pendant le Covid, si vous voulez. Là, on a eu, et en fait, on voit très bien les pics d'épargne qui sont en fait des chèques de stimulus. Ces stimulus rentrent dans l'épargne. Ici, on n'utilise pas les cartes de crédit. Ici, on dépense un peu son épargne. Ici, on a à nouveau un chèque de stimulus qu'on rentre dans l'épargne. On l'utilise également. Et là, on voit qu'en fait, l'effet chèque de stimulus, il est terminé, en tout cas sur l'épargne. Il n'y a plus de chèque de stimulus maintenant. Chèque de stimulus, je vous rappelle, c'était des chèques qui étaient faits directement aux Américains. On créait de l'argent et on leur donnait directement. Il y a à peu près 10% de l'argent qui a été créé, qui a été redistribué comme ça avec des chèques de stimulus, tout simplement pour continuer à stimuler l'économie.
Et là, il dit ce qu'on voit depuis, en fait, globalement, quelque part mai 2021, c'est que les crédits revolving, donc les crédits sur les cartes de crédit, sont complètement en train d'exploser. Et les gens n'ont plus d'épargne. Donc lui, il dit oui, il y aura une récession parce que tout simplement, il y a un moment donné où là, on s'amusait, on achetait des sacs de marque, on faisait un petit peu les malins, etc. On dépensait son épargne et tout ça. Mais il y a un moment donné où ça va bloquer au niveau de la consommation et où les gens vont devoir tout simplement, parce que leurs crédits sur les cartes de crédit sont au max et également que leur épargne est très faible, ils vont devoir arrêter de consommer. Et c'est ça qui va à la fois plomber l'inflation, en plus de cette idée des coûts de shelter qui sont effectivement à la diminution, mais également de l'autre côté, tout simplement, nous amener un contexte extrêmement récessionniste. Après, il dit lui, c'est pas méchant une récession. Pour lui, c'est pas une récession qui va être extrêmement méchante. C'est pas le grand reset, c'est pas voilà. Mais il dit, on va peut-être se prendre entre guillemets entre 6 et 9 mois de croissance négative, effectivement, tout simplement parce que tout ça rentre en compte. Il faut voir également que la Chine est en train de réouvrir, donc on va probablement avoir des problèmes de supply chain ici qui vont se régler et que donc du coup, de ce côté-là, il va peut-être y avoir également des choses qui étaient plus ou moins inflationnistes qui vont également se mettre dans les tuyaux. Voilà, ça me faisait plaisir, je pense, de vous partager tout ça parce que je trouve que cette vidéo que je vous mettrai également en lien, elle est extrêmement intéressante, vraiment extrêmement intéressante. Après, lui, ce qu'il nous dit, c'est, pour moi, je rentrerai pas sur les stocks tout de suite parce que je sais pas comment va être cette récession. Pour moi, il y en aura une, mais je rentrerai plutôt ici sur des achats immobiliers puisque les prix ont baissé et que j'ai l'impression que le marché de l'immobilier va de toute façon repartir. Et il va repartir en partie grâce au fait que pendant les récessions, en fait, tout simplement, les taux ont tendance à diminuer et en général, le marché, on va dire, de l'immobilier a tendance à plutôt bien se porter. Là, on voit la grosse crise financière de 2008. Mais lui, il dit et il pense que on est sur des zones d'achat sur l'immobilier qui sont intéressantes. Il pense également que prendre aujourd'hui des bonds est quelque chose d'intéressant, donc des obligations. Et il dit, je pense que sur la période entre guillemets, ça risque d'être dangereux de prendre des stocks, mais donc du Bitcoin aussi. Vous comprenez ici qu'on parle de, mais que selon quelle sera finalement la teneur de cette récession, on peut finalement être sur un retour sur investissement sur les stocks qui est très bon. Mais pour lui, le rapport risk-reward n'est pas excellent à ce stade puisque tout simplement il sait qu'on va avoir une récession, donc potentiellement une correction importante sur le marché des actions. Voilà, c'était ma manière de traiter la news de Powell. Powell ici va nous faire un discours. Qu'est-ce que ça peut donner au niveau... alors, c'est pareil, on va vraiment rentrer dans le détail ici et dans le sujet. Powell, il y a un moment où il va être quand même un petit peu bloqué. Alors oui, d'une certaine manière, bien évidemment, on le voit sur l'outil ici du CME, on a une augmentation petit à petit des gens qui pensent que Powell va nous augmenter les taux de 0,50 le prochain, c'est le 22 mars, donc la semaine d'après. On a une augmentation de ces gens-là, et surtout, ce qu'on peut voir effectivement, c'est dans le probabilities, je crois, on commence à avoir beaucoup qui pensent que le taux terminal sera plutôt autour de 5,50. Et il commence à y avoir énormément de gens également qui disent que finalement on n'aura pas de descente des taux avant la mi-2024. Pour moi, une bonne partie se plante, mais je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, le marché est en train en ce moment de mettre dans les prix une augmentation qui va plutôt du côté de un taux terminal qui sera plus élevé que ce qu'on pensait jusque-là, donc ce qui avait occasionné le rallye actuel sur le S&P, et également un retour au easing qui sera plus tard. Donc on va plus haut et on reste plus haut plus longtemps. C'est ça, vous comprenez l'idée ici qui est en train de se faire le marché. Tout simplement pourquoi ? Parce que on s'attendait à un meilleur CPI le 14 février et on ne l'a pas eu. Donc qu'est-ce qui peut nous aider dans ce cadre-là ? C'est ce que je vous ai dit là à l'instant, c'est-à-dire un bon CPI pour le 14 mars, ça c'est une évidence. Et puis derrière également, bien évidemment, ce que va dire Powell. Et Powell, il faut comprendre, et là je vous avais préparé, alors je pensais pas le sortir aujourd'hui, mais en fait je trouve que ça colle bien, si j'arrive à le retrouver, excusez-moi du coup, hop, si on va donc ici, je pense que c'est sur S&P, et on va se mettre en monthly, oui c'est ça,
On est sur une année qui est une année de... j'espère que vous voyez bien les différences de couleurs ici, mais je vais vous entourer de toute façon les barres. On est sur une année qui est une année de... année précédente des élections aux États-Unis. Donc je me suis amusé à faire, puisqu'il y a toujours cette croyance comme quoi les années précédentes les élections aux États-Unis sont plutôt des années haussières. Et on va même se mettre en 12 mois. Voilà. Les années précédentes, les élections aux États-Unis sont plutôt des années haussières. Donc je me suis amusé à aller voir, est-ce qu'on a eu des crises majeures financières les années qui précédaient tout simplement les élections aux États-Unis. Donc j'ai pris le S&P 500, les 500 plus grosses cotations américaines. Et on voit ici effectivement qu'en 1939, on avait eu un corps de bougie qui était baissier, c'est celui-ci. Et je vous ai mis ici les barres qui représentent ces années-là. Et je vous les ai mises en rouge quand elles étaient baissières. Globalement, on a donc cette bougie-là qui effectivement, c'était quand même une année de guerre, donc on peut se dire que bon, effectivement, là pour le coup, je pense que c'était Eisenhower à l'époque, je sais pas, mais la présidence n'y pouvait pas grand-chose. J'ai une deuxième bougie ici qui est rouge, c'est celle-ci. Enfin, chez moi elle est bleue, mais chez vous elle doit être rouge. Et j'ai celle-ci. Donc j'ai celle de 2011 et j'ai celle de 2015 et vous voyez que ce sont des doji, c'est-à-dire que ce sont des bougies baissières, mais en fait il y a très peu de corps. On n'est pas réellement sur par exemple ce type de bougie ou alors par exemple là ici 3 fortes bougies de baisse. Voilà, ce genre, on n'est pas du tout sur ce genre de choses. On est sur effectivement. Donc on peut se poser la question finalement. Est-ce que aux États-Unis, les années qui précèdent les élections ne sont pas des années où on essaye de faire booster le marché action, tout simplement pour faire réélire eh bien, le précédent président. Et en l'occurrence, je vous ai fait le ratio ici. On va considérer que ces bougies sont baissières, hein. C'est pas parce que c'est des doji qu'elles sont pas baissières, c'est un fait, la bougie est rouge, donc ici on en a 3 sur la totalité du nombre de bougies qui est je crois de... 24, je me rappelle plus, je l'ai pas compté, mais enfin si je l'ai compté, mais bon, je me rappelle plus, bon voilà, on va les compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et là, ça serait donc la 22e. Donc le nombre total de bougies est de 21. Et vous voyez que en l'occurrence, il faut remettre les choses dans leur perspective. Sur les 21 bougies, j'en ai 7 qui sont effectivement des bougies bleues. Donc déjà, j'ai 30% de toutes ces années-là, dans toutes les années qu'il y a pu y avoir. Donc sur les 84 ans ou les 80 ans, j'ai compté le nombre de bougies rouges, il est de 1 tiers. Et en l'occurrence, en année de préélection, on n'est qu'à 14,3% de bougies qui sont rouges, donc 2 fois moins. Et je pondère tout ça en disant que les bougies qu'on voit qui sont rouges ici en 2011 et 2015 sont quasiment des bougies vertes. En tout cas, on voit ici que sur ces années-là, on a quasi fini à l'endroit où on a commencé. Alors, je veux pas vendre du rêve ici et dire que 2023 sera nécessairement haussier sur les actions, mais je veux juste vous faire comprendre la pression qui existe actuellement sur Jérôme Powell pour que l'année ne soit pas merdique. Et d'une certaine manière, oui, effectivement, Powell va devoir prendre des décisions et prendre des meilleures décisions que celles qui avaient été prises dans les années 70 jusqu'à ce que Volcker arrive et qu'ils disent bon on met des taux à 20%, les nouveaux bons du Trésor américain sont de 15%, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça, donc c'est pour ça qu'il a augmenté très vite et tout ça, il a augmenté très vite tout simplement parce que je pense qu'ils ont peut-être dans l'idée de pivoter plus rapidement que ce qu'on penserait en fait en réalité. Et donc du coup, alors soit ils sont en train de décaler quelque chose, c'est-à-dire que effectivement ils ont augmenté très vite, ils veulent que l'inflation, qui est un vrai sujet électoral aux États-Unis, diminue fortement pour montrer qu'ils ont eu un bon bilan. Regardez, on n'a pas fait cracher les actions et en même temps on a réussi à diminuer l'inflation. Donc ça, en fait, on arrive sur la Fed sur cette idée un peu de triple mandat qui va être d'abord stabilité des prix, 2% d'inflation, quasi plein emploi, à savoir là, apparemment ils sont prêts à accepter 4,2, 4,3, et vous comprenez qu'on est à 3,4, donc on resterait quasiment au plein emploi. Donc très bon marché de l'emploi, voilà. Et puis d'un autre côté, on a peut-être ce troisième mandat, puisque les Américains sont en système de retraite par capitalisation, contrairement à nous qui sommes en système de retraite par répartition. Je paye pour la retraite de la personne qui démographiquement est en situation de retraite, là où les Américains capitalisent toute leur vie, et donc du coup pour eux le S&P c'est tout simplement leur retraite. Donc, il y a ici énormément de choses à comprendre sur la pression sous laquelle Jérôme Powell peut être. Et effectivement, on a vu en ce moment, et j'ai trouvé sur les derniers meetings, etc., qu'il était effectivement
pas accommodant, qu'il était un peu plus hawkish, etc., mais qu'il mesurait énormément ces termes pour pouvoir dire et qu'il téléphonait surtout au marché, parce que ce que détestent les marchés, c'est bien entendu l'incertitude. Donc il téléphonait énormément au marché ce qu'il allait faire. Et donc ça, du coup, les marchés aiment bien ça. Ils aiment bien. On rappelle qu'en décembre, il avait totalement délibérément, bien évidemment, énormément expliqué où allaient être les taux, quand est-ce qu'ils allaient augmenter, quand est-ce qu'ils allaient baisser, etc. On avait quasiment un plan qui était déroulé super bien. Et donc du coup, c'est ça qui a créé un petit peu le rallye de janvier, tout simplement, parce qu'on n'avait pas d'incertitude. Et en plus, on a eu des bonnes datas. On a eu une mauvaise data au 14 février, enfin une data pas terrible. Elle n'était pas si mauvaise que ça d'ailleurs même au 14 février, mais la grande question, et ça va être sa première grande apparition depuis, va être tout simplement quel est le ton qu'il va utiliser. Donc on regardera ça, moi je regarderai ça à 16h, je ferai mes commentaires sur le Discord, sur lequel je vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre et dont le lien est en description de la vidéo. Et puis voilà, on va aller voir la liquidité, mais avant ça on va faire comme d'habitude la page de pub que je vous promets, je vais changer parce que moi aussi je la supporte plus, mais là j'ai pas encore eu le temps de le... Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. J'en profite pour dire que je ne contacte jamais les gens par WhatsApp. Il y a des gens visiblement qui utilisent, j'essaie de les nettoyer hein, au jour le jour, qui utilisent mon logo et qui essayent d'utiliser, alors maintenant j'ai mis des garde-fous un petit peu sur YouTube, etc., qui essayent d'utiliser des noms bizarres et qui peuvent venir vous contacter. Bien évidemment, je n'utilise pas WhatsApp, je n'ai en fait rien à vendre, si ce n'est effectivement les liens d'affiliation donc du coup de la chaîne avec lesquels vous pouvez trader et donc vous-même vous êtes gagnant puisque vous économisez sur vos frais de trading. Mais à part ça, le Discord est 100% gratuit. Si quelqu'un vient vous proposer un abonnement pour quoi que ce soit, ça n'est pas moi, c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Donc faites extrêmement attention à ça. Je vais mettre ça maintenant quand je vais refaire la page de pub. Je vais essayer de la faire plus courte et un peu plus sympa. Je vais mettre ça également dedans pour bien expliquer que il n'y a pas de WhatsApp ou quoi que ce soit, de groupe WhatsApp ou de groupe Telegram pour CryptoSignal. Le seul lien valide, c'est le Discord et sur le Discord,
tout est 100% gratuit. La totalité de mes services sont 100% gratuits. Maintenant, sur les liquidations, 31 millions, 9 millions sur Bitcoin, 4 millions sur Ethereum, donc la moitié, très peu de liquidations, vous le voyez, 30 millions, ça c'est tout simplement parce que le prix est plutôt à plat. Sur le carnet d'ordre, on a peut-être des apparitions un petit peu d'ordre de vente, enfin on a plutôt ici des ordres de vente qui disparaissent et qui réapparaissent un petit peu plus haut, et on a cette apparition effectivement d'ordre d'achat au sein même ce qu'on va appeler le range, autour des 22 200. Donc ça c'est intéressant, quelques ordres de vente ici, vous le voyez, qui se sont mis sur la zone des 22,5 à peu près, donc là on a une force vendeuse qu'il va falloir passer si jamais le prix se retourne. Et comme je vous le disais, un petit peu de volatilité à prévoir aujourd'hui autour de 16 heures. Ici, c'est rien passé. On n'est pas allé chercher ni une liquidation dans un sens ni dans l'autre. Et globalement, pour moi, tout est à peu près normal. Hein. Vous le voyez, ici, on a une descente du prix et le funding descend avec. On remonte sur le prix, le funding remonte avec. Peut-être que ici, on avait des longues supplémentaires qui étaient rentrées, puisque vous voyez là, le prix augmente. Mais au lieu de clôturer des shorts, encore que non, même c'est plutôt propre au niveau de l'endroit où ça se produit. On avait peut-être très légèrement quelques longues, vous le voyez ici que le pic de funding se fait après, mais c'est plutôt propre. Ici on descend là on a du long par contre qui est rentré, donc on peut peut-être rajouter ce point là éventuellement à prendre du côté des longueurs, donc des liquidations à venir chercher de ce côté là, et puis ensuite on referme ici du short, donc pour moi c'est relativement normal. Donc rien de spécial ici sur les liquidités en ce qui concerne Bitcoin. On va regarder Ethereum. Et sur Ethereum, je pense que c'est pareil, on n'a pas dû prendre grand chose si on est venu chercher ce niveau-là. Ce niveau-là est très conséquent, hein, pour moi, on l'avait mis en 2 pixels, vous vous rappelez. On est venu chercher ce niveau-là, donc on va le décaler là. On va voir si effectivement c'est cohérent de l'avoir décalé. Ici, on perd de l'open interest. Là, on a beaucoup de shorts qui s'ouvrent, donc c'est normal qu'on fasse ce mouvement-là. Là, le prix augmente et le funding avec. Ici, le prix diminue, le funding diminue avec. Ici, on est partout dans le même sens. Là, on a des longues résiduelles qu'on vient nettoyer finalement ici. Et là, j'ai plutôt un funding qui est flat, alors que j'ai un prix qui descend. Donc ça veut dire que là également, on peut considérer qu'il y a quelque chose à prendre en longue au niveau du bas. C'est pas un gros niveau, donc on va le laisser en 1 pixel. Voilà. Donc ça, c'était pour la liquidité. Maintenant, on va aller voir les poches de liquidité, effectivement, et qu'est-ce qui peut sur les 5 derniers jours, qu'est-ce que nous raconte la liquidité. Et vous voyez qu'effectivement, on voit cette entrée en longue, en tout cas plus d'entrée en longue qui se fait sur les 5 derniers jours que d'entrée en short. On attendait peut-être ici des grosses positions pour faire la différence. En fait, on a une somme de toutes petites positions qui vient désormais augmenter le nombre de longueurs sur les 5 derniers jours. Donc, ça pourrait éventuellement nous dire que il va y avoir un petit mouvement baissier qui va potentiellement venir ici chercher sous la structure de manière à venir chercher une partie de ces longues-là. Idem sur Ethereum. Finalement, c'est des sommes de toutes petites positions qui font que le funding ici est en train d'augmenter. On n'a pas de grosses positions comme celle-ci ici qui est probablement été fermée dans cette zone-là, qui viennent s'ouvrir. Donc pour le moment, pas grand-chose à dire de ce côté-là, si ce n'est que on a plus de longues que de short. C'est peut-être ce qu'on va même voir sur la 12 heures également sur BTC. La 12 heures étant qu'est-ce qu'il s'est passé dans les 12 dernières heures. Et là, on voit que effectivement, on a peut-être très légèrement plus de longues en dessous. Donc 22,2 et 22 sont probablement des zones à venir chercher, et 21,6 si vraiment on vient chercher toute la liquidité des 12 dernières heures. Si je me mets sur la 7 jours, est-ce que c'est vraiment substantiel ce qu'on peut voir sur les 12 dernières heures? Est-ce que ça fait la différence par rapport à la 7 jours? Globalement, on voit que à force de traîner ici dans cette zone, on a commencé à créer quelque chose autour des 22 et même peut-être potentiellement au 21,5 à venir chercher en bas, mais on voit que le gros de la liquidité sur la 7 jours, il est quand même plutôt vers le haut, c'est-à-dire 22,7, 22,3 et 24,3. Sur Ethereum, on va regarder également comment ça se positionne, notamment sur la 12 heures. Je pense que c'est la même chose. Également, vous le voyez sur Ethereum, un peu plus de longue, notamment cette zone des 1556, qui serait peut-être quelque chose à prendre, puisque on l'a commencé à la préparer depuis ce matin, là, vous le voyez. Et sur la 7 jours, même chose, on regarde exactement est-ce que c'est substantiel par rapport au level 7 jours? Non, on reste dans le vert ici sur la zone. Et le principal de la liquidité, il se trouve soit à 1007, soit sous les 1005, tout simplement. Ethereum va ici devoir choisir son camp et l'endroit vers lequel il va devoir aller. Pour moi, il y a beaucoup de choses ici qui tiennent au discours de Powell, mais je pense aussi que le marché est en attente de ce fameux CPI du 14 mars. On va aller sur le prix, on va faire la conclusion. Donc gardez bien dans l'idée, sur la conclusion, vous voyez ce qu'on a dit. On a dit que les coûts d'hébergement sont extrêmement importants pour le CPI, mais pas pour le PCI. Mais pour le CPI, ils sont importants. Et le CPI fait réagir le marché plus que le PCI, tout simplement parce qu'il sort avant. Donc le marché en tire des conclusions plus hâtives.
On a vu également que, visiblement, les coûts d'hébergement vont plomber dans quelques temps, puisqu'ils sont en arrière sur le prix. C'est des choses qui mettent plusieurs mois à se mettre en place. On a vu également aussi que on va remplacer des petits chiffres on va remplacer des gros chiffres par des petits chiffres, sauf sur le CPI du mois de mars, pour le coup, qui sortira en avril, où là, on va dire, attention, il y a peut-être un plateau, donc on aura peut-être un très mauvais CPI sur cette date-là, mais on a vu qu'à partir du 10 mai, il est possible que si la dynamique continue sur une rétractation de la demande, tout simplement parce que les gens sont surendettés, ils ont très peu de savings, donc peut-être que dans ces moments-là, on va pouvoir avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie diminution de la demande, parce que tout simplement contexte récessionnel, et puis récessif, je sais pas, un petit doute là, j'ai un petit... Et donc du coup, on a vu également que potentiellement, on allait plomber au niveau du CPI, ce qui est plutôt une bonne chose pour les marchés, mais en même temps, on aura des earnings qui seront probablement sûrement plutôt dégueulasses, et ça sera plutôt pour le mois de juin, où les entreprises vont poster leurs earnings, et où on aura également les révisions des GDP, donc le PIB, le produit intérieur brut américain. Donc vous voyez qu'on a fait ici tout un cheminement par rapport aux 6, 7, 8 prochains mois sur ce que pourrait être le CPI, également où pourrait aller la Fed. Personnellement, je pense également que la Fed va pivoter plus tôt que ce qu'on pourrait penser, mais on a ici quand même cette notion de année avant élection, et c'est peut-être pour ça que si jamais le marché ici montre des premiers signes tout simplement de faiblesse cette année, ce qui n'est pas sûr, et bien à ce moment-là, il est possible que Powell rappuie tout de suite un tout petit peu sur le bouton du quantitative easing, de manière à faire une année finalement relativement blanche, sous pression politique entre guillemets du camp et de l'administration Biden. On va voir si c'est le cas. Écoutez, je suis vraiment pas extrêmement sûr, mais effectivement, on voit ici que depuis 1939, on est plutôt sur des années haussières, les années qui sont juste avant les élections. Voilà, hein, globalement, je pense que le tour est fait. Sur BTC, vous avez les infos sur la structure et sur ma part, moi, ce que je pense être une bonne direction. Sur la stablecoin dominance, on n'est pas du tout sur une très bonne configuration. Par contre, puisque... Vous le voyez ici, on a cassé cette vieille trend et on voit d'ailleurs l'accélération de la stablecoin dominance à ce stade. Pour le moment, on est en train de ranger. La question, c'est est-ce qu'on vient pullback et désormais s'installer à la descente sur cette trend? Est-ce que ce niveau-là va tenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment réagir? Et vous voyez que c'était le dernier petit sommet en date. Est-ce que celui-là, il va réussir à repousser la stablecoin dominance vers le bas ou pas? Donc la grande question ici sur la stablecoin dominance, c'est un petit peu l'inverse de celle sur Bitcoin. Hein. On regarde la courbe inversée quelque part de l'évolution des cryptos. C'est est-ce qu'on va faire un Bart Simpson ici, un vrai pour le coup, pas un inversé, et venir à minima retest cette zone, voire glisser en dessous des 12%, ce qui nous emmènerait bien évidemment sur des super configs. C'est-à-dire en gros, est-ce que tout ceci là est un bear flag? Là ici j'ai une descente et là j'ai mon bear flag sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui va se présenter comme plutôt étant quelque chose de baissier. À l'inverse, si je vais voir Bitcoin, et je voulais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, mais j'ai encore fait 50 minutes et vous m'envoyez désolé. Mais à l'inverse sur ce qui se passe sur Bitcoin, est-ce que tout cela est un bull flag tout simplement, hein? Est-ce que on va reproduire à minima ce mouvement en haut de ça? Ou alors est-ce que ça, court terme, c'est un vrai bear flag et est-ce qu'on va perdre ici? Donc la grande question ici, bien évidemment, et c'est celle qu'on peut se poser, c'est tout simplement est-ce qu'on continue cette structure-là, c'est-à-dire la structure 4 heures, avec peut-être un point ici un peu plus haut et ensuite on dégage, ou tout simplement on dégage tout de suite, hein, ou on peut aussi monter en latéralisant pour retoucher à nouveau cette fameuse trend ici et la dégager en bas, ou alors est-ce qu'on continue la tendance qui est un peu plus long terme, qui est plutôt la tendance en daily que la tendance en 4 heures ou en 1 heure, qui est de dire on a fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, désormais place au nouveau plus haut. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre encore une fois sur le Discord. J'espère que tout ça est bien intelligible et que je rends justice à ces très grands analystes qui nous permettent de poser les pieds sur terre et également d'avoir une vision de l'inflation qui est tout simplement le fait de regarder du côté du housing, du marché du housing, qui est vraiment une pondération très importante du marché, de tout ce qui est taux d'inflation. Les taux d'inflation vont vous donner les taux à 30 ans, tout simplement parce que si je vous prête de l'argent, j'ai envie de préserver mon pouvoir d'achat dans 30 ans. Donc du coup, que ça soit pour une banque ou quoi que ce soit, on est ici totalement lié. J'ai oublié de vous expliquer la corrélation qui est la principale, qui est celle de dire
les taux à 30 ans correspondent très exactement au core CPI du moment en tout cas, et voilà, et il n'y a pas photo ici de ce côté-là. C'est tout à fait normal de vouloir se hedger en prêtant de l'argent à quelqu'un contre l'inflation, que ça soit de la part d'une banque ou que ça soit de la part d'un particulier qui prête à un particulier, mais il faut voir les choses comme ça. Une diminution des biens en circulation va provoquer de l'inflation, une augmentation de la monnaie en circulation va provoquer de l'inflation, et ça vous avez compris déjà les mécanismes. Si vous suivez la chaîne, j'imagine que à minima vous avez compris ces mécanismes là, et que du coup ça fait tilt dans votre tête pour vous dire oui, une récession va bien entendu faire baisser les prix puisqu'elle va faire augmenter les inventaires, et que du coup quand vous avez trop d'inventaires et que vous avez trop de produits sur les bras, vous les soldez pour pouvoir les vendre. Tout ça est relativement finalement logique. Idem au niveau du pétrole, si vous avez, et on n'a pas fait les commodités mais c'est pas grave, on fera une autre vidéo là-dessus. Si vous avez au niveau du pétrole un marché qui va commencer à pricer une récession, le pétrole va baisser, hein, c'est mécanique. Le marché se dit avec 6 mois d'avance, bon, on va vers une récession, donc du coup, on va faire corriger le pétrole, et c'est plus ou moins ce qui a déjà fait corriger le pétrole jusque-là. Maintenant, pour le moment, on a ici un rallye, autant en profiter. On a un rallye qui est peut-être un bear market rallye, qui est peut-être le vrai rallye. Peut-être qu'on va venir retutoyer avec des ATH sur S&P, peut-être qu'on va s'arrêter en cours de route et pricer une récession plutôt qu'elle n'arrive, mais il faudra bien suivre ici tous les tenants et les aboutissants et toutes les narrations. Regardez bien ici à 4 heures ce que fait le prix également, parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de volatilité. Et voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera est-ce que vous savez toujours écrire? C'est-à-dire aujourd'hui j'ai dû écrire des mentions très longues, manuscrites, pour des trucs bancaires, et je me suis rendu compte que je ne savais plus écrire, donc j'écris en fait en lettres capitales, un petit peu comme un enfant à la maternelle, voilà, alors que j'ai pris des années et des années de cours de fac où j'écrivais à une vitesse hallucinante et tout, etc., un peu comme un médecin. À la fin ça ressemblait à une suite de traits, mais je ne sais plus écrire visiblement, donc du coup c'est plutôt maintenant sur l'ordinateur que ça se passe. Question à la con, réponse à la con, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin, et peut-être un sujet dans les tuyaux, ou peut-être juste de l'analyse technique. Aujourd'hui, on a plutôt traité un sujet. Demain, ce sera peut-être plutôt de l'analyse technique. Il n'y a pas eu pour moi de modification substantielle par rapport à hier, donc ça me paraissait pas forcément extrêmement intéressant de poser une grosse analyse technique alors qu'on l'avait déjà fait hier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.